Bien déjà, bonjour à tous et merci de nous retrouver à nouveau dans ce live. Je suis Oriane, créatrice de René, et j'ai à cœur de proposer un autre regard sur le monde et d'aider le changement intérieur de chacun. Comme je suis adepte des visions holistiques, j'accompagne sur les chemins de l'alimentation sensorielle, de la guérison émotionnelle ainsi que de l'accouchement physiologique. Voilà. Nathanaël, qui es-tu ? Et donc, je suis Nathanaël Francisco pour la page Soul Body Poem, thérapie, massage et poésie. Donc, Soul Body Poem, c'est la poésie de l'âme et du corps. Et ce nom symbolise mon approche de la guérison et du bien-être qui passe par le corps. J'offre à Lyon ou à distance des séances d'accompagnement thérapeutique individuel et des massages hawaïens, Lomi Lomi. Oriane et moi partageons une vision du monde. C'est pourquoi on a décidé de vous proposer ensemble une série de rencontres co-organisées par René et Soul Body Poem sur le thème des émotions, de l'accompagnement thérapeutique aussi. Donc je te laisse, Oriane, présenter notre invité Yann Thibault. Alors aujourd'hui, nous accueillons Yann Thibault, qui est formateur, peintre et écrivain. Il a expérimenté de nombreuses méthodes de psychothérapie, de sophrologie, de méditation, et il a peu à peu mis au point différentes pratiques de transformation intérieure. Il propose maintenant de faire l'expérience d'une nouvelle forme de spiritualité, rationnelle, hédoniste et émancipatrice, fondée non plus sur des règles, des dogmes et des rituels, mais sur l'accueil et l'exploration de tout ce qui survient naturellement et spontanément en soi. Il est également l'auteur de 3 livres sur l'écologie intérieure, la magie du désir, l'alchimie émotionnelle et la spiritualité naturelle. Ça te va comme présentation, Yann ? Bah oui, c'est d'autant plus c'est moi qui l'ai présenté mes stages. Alors c'est parfait, Yann, on voudrait ouvrir cette rencontre en te demandant ce terme d'écologie intérieure, finalement, qu'est-ce que c'est ? Voilà, pour présenter l'écologie intérieure, tout au moins la conception que j'en ai pour ma part, parce que d'autres personnes emploient également cette expression. Bon, j'en ai pas la détention exclusive. Ceci étant, je crois quand même que, en toute immodestie, c'est quand même moi qui ai le plus développé et explicité cette notion, ce concept, et qui est accompagné d'un certain nombre de techniques, de pratiques. Bon, pour comprendre ce que signifie l'écologie intérieure, il faut revenir au sens du mot écologie. Si l'écologie, c'est la protection, l'étude et la protection, la préservation de la nature, l'écologie intérieure est simplement la même attitude par rapport à son monde intérieur, par rapport au psychisme et à l'être spirituel. Donc, ce que j'appelle écologie intérieure, c'est la cessation du combat contre soi. Donc, contrairement à beaucoup d'approches de la spiritualité, voire même l'écrasante majorité qui sont fondées sur le contrôle, des interdits, des injonctions, des commandements, des préceptes, ce que j'appelle écologie intérieure procède d'une approche radicalement différente de la psychospiritualité, où on va essayer de retrouver des processus spontanés de guérison, d'harmonisation et d'éveil et d'accomplissement de soi. Voilà, donc ce que j'appelle écologie intérieure consiste à cesser de se combattre, cesser de s'imposer des postures, des règles, cesser de vouloir être conforme à des modèles, cesser de suivre des commandements et d'obéir à des interdits, comme par exemple non mental, non jugement, non égo, non vérité, etc. Moi, je vous propose, après j'en fais ce qu'ils veulent, mais moi je vous propose d'envoyer balader allègrement tous ces interdits pour effectuer un voyage à la rencontre de soi, en explorant tout ce qui vient spontanément en soi, que ce soit des pensées, des émotions ou des états d'éveil, sans rien interdire, sans rien rejeter, dans l'idée que tout a un sens, et simplement parce que c'est là en nous. Donc ce que j'appelle écologie intérieure, c'est une attitude d'accueil et d'exploration de ce qui vient spontanément en soi. Et j'insiste sur la différence avec la plupart des approches, parce que dans la plupart des approches, surtout l'approche entre guillemets New Age, parce que c'est pas le véritable sens du New Age, dès qu'on a une pensée, on dit ah c'est mental, il faut pas que je pense, voilà, c'est mal. Dès qu'il y a une critique, par exemple, on va dire ah non, faut pas que je critique,
on a une critique qui nous vient par rapport à ceci ou cela, ou par rapport à une personne, une institution, ou Dieu sait quoi. On dit, ah non, il ne faut pas que je sois dans le jugement. Donc, si vous voulez, moi, je suis en désaccord avec cette approche fondée sur des interdits qui me semble être une nouvelle religion. Vous savez que dans les religions, il y a des interdits et des commandements. Bon, ben maintenant, on a changé le langage, on a changé le vocabulaire, et en gros, le mental et l'ego ont remplacé le diable et les démons. Voilà, les péchés, etc. Mais on reste dans cette antique logique de combat contre soi, dont pour ma part j'accuse la pertinence et la validité. Donc je propose une attitude féminine, bien que je sois un homme, qui consiste à accueillir et accepter et explorer tout ce qui vient spontanément en soi, sans rien rejeter, sans rien interdire, sans vouloir être conforme à une posture tant physique que spirituelle, sans jouer un jeu, sans jouer un rôle, en acceptant ce qui vient naturellement en soi. Et alors, on découvre que de manière miraculeuse, tout ce qui vient en soi suit la logique de ce que j'appelle les processus spontanés et au final est entièrement bénéfique, y compris les pensées inappropriées, puisque moi je considère qu'il n'y a pas de pensée inappropriée, que toute pensée est juste, que ce qui pose problème c'est les émotions, mais les émotions à partir du moment où elles sont vécues et acceptées se transmutent alchimiquement en des aspects uniquement positifs qui sont puissance, intelligence, jouissance. Exactement. Très succinct. C'est parfait. C'est parfait. Et tu nous amènes justement sur cette transition. Donc l'écologie intérieure, tu l'as dit, c'est accueillir tous ces processus spontanés, que ce soit sur être sa propre autorité et penser, avoir des émotions, peut-être méditer de manière naturelle. Tu pourras nous en dire quelques mots. Et, tu peux parler, je t'entends très mal. Alors il y a quelque chose qui concerne vraiment tout le monde. Et effectivement, c'est les émotions. On est tous traversés d'émotions perturbatrices, parfois difficiles. Toi, tu proposes un outil que tu as appelé l'alchimie émotionnelle. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Voilà, si tu veux, quand j'ai commencé il y a fort longtemps, j'ose à peine le dire, il y a très longtemps, quand j'ai commencé à faire des psychothérapies pour régler mes propres problèmes émotionnels, donc j'ai expérimenté tout ce qui existait à l'époque, dans les années 80, et ça marchait plus ou moins bien. Et je me rendais compte en particulier qu'il y avait deux types d'approches. Les approches qui se sont beaucoup développées maintenant, fondées sur le refoulement et le contrôle, en particulier les approches de méditation classique ou traditionnelle. Et puis, il y avait ce qui a presque totalement disparu aujourd'hui, ce qu'on appelait les thérapies psychocorporelles à l'époque, où il fallait expulser l'émotion et dont on se mettait à taper sur des matelas, à crier, à pleurer, tu vois, des approches où on voulait évacuer l'émotion en la théâtralisant ou en la forçant d'une certaine manière, et je me rendais bien compte que ça allait pas, que c'était très déstructurant. Donc à force de chercher, je suis tombé un jour sur ce que décrit Swami Prajnanpad, le gourou d'Arnaud Desjardins, qu'il appelle le lying, et j'ai découvert exactement ce qu'il décrivait lui-même, et je l'ai qualifié, c'est-à-dire le fait d'accepter et vivre l'émotion, mais en conscience témoin. Accepter et vivre l'émotion, ça vient des psychothérapies occidentales, et ça permet que l'émotion se manifeste dans le corps, que la mémoire émotionnelle se manifeste dans le corps, mais la conscience témoin, ça vient des méditations orientales, et le fait d'observer ce qui se passe en soi, mais sans contrôler. Parce que le problème, c'est qu'en méditation, on est en conscience témoin, mais on ne laisse pas venir les manifestations physiques de l'émotion, on n'autorise pas les halètements, les changements de rythme respiratoire spontanés, on n'autorise pas les tensions, les rétractations, tous les mécanismes physiques de l'émotion, et du coup, on refoule l'émotion. Donc, je me suis rendu compte qu'il y avait ces deux conditions, laisser venir une manifestation physique d'émotion d'un côté, et être en conscience témoin, ne pas être identifié à l'émotion. Et si on vit les deux en même temps, ce qui n'est pas du tout difficile, tu le sais, Nathanaël, puisque tu l'as expérimenté, tout le monde peut le faire, c'est très simple. Et si on vit ça, il se produit un phénomène que je qualifierais de quasiment miraculeux, bien qu'il soit complètement naturel et spontané, c'est-à-dire que l'émotion cesse d'être douloureuse et elle se transmute progressivement en bien-être, en puissance vitale et en sagesse. Bon, ceci étant,
une charge se transmute. Mais on n'a pas qu'une seule charge parce que les charges correspondent à des événements traumatisants du passé. Donc, on a des dizaines de charges en moyenne. Et donc, ce n'est pas parce qu'une charge est transmutée que toutes le sont. Donc, c'est un processus graduel. On transmute une charge, puis une autre, à mesure qu'elle se manifeste spontanément en nous-mêmes. Donc, c'est un processus progressif. Et sur une charge émotionnelle, il est possible de s'en libérer et de guérir totalement cette charge-là en quelques secondes ou quelques minutes, grand maximum. Moi, je dirais plutôt quelques secondes ou dizaines de secondes. Donc, c'est un processus très, très impressionnant, très, très efficace, mais qui est graduel. On ne guérit pas tout en une fois. Ça, ce serait du charlatanisme que de le prétendre. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as utilisé cette expression d'alchimie? Parce que j'ai toujours été fasciné par l'alchimie. Donc, j'avais déjà lu pas mal de livres sur l'alchimie. Et au moment où j'ai vécu, tu vois, par exemple, j'ai une peur ou une tristesse. Par exemple, j'ai une tristesse. Je laisse l'émotion se transmuter parce que la transmutation n'est pas un processus volontaire, c'est un processus spontané. Et donc, et elle se transmute en joie. C'est complètement incroyable, tu vois, parce que quelques secondes avant, on était dans la peur ou dans la tristesse, par exemple, et tout d'un coup, on a une joie. Donc, si tu veux, je me suis dit comment décrire ce processus, et la seule comparaison qui m'est venue, c'est l'alchimie traditionnelle qui parle de changer le plomb en or. Or, depuis des années, je lisais dans les vieux manuels alchimiques qu'en fait, la véritable alchimie est intérieure et que la transmutation du plomb en or, ça décrit symboliquement des états de conscience, des états psychiques. Et je me dis, bon sang, mais c'est bien sûr, ce que décrivent les anciens alchimistes, c'est ce que je suis en train de découvrir. Et je ne m'intéressais pas du tout à l'alchimie en travaillant sur mes émotions, mais je dis, mais c'est exactement ça. Donc, ça m'a sauté aux yeux que ce que je découvrais ne pouvait s'appeler qu'alchimie émotionnelle. Je pense que c'est le cœur même de l'alchimie, si tu veux. Mais je parle d'alchimie émotionnelle, c'est plus explicite. Puisqu'en fait, il s'agit d'une alchimie intérieure. Parce que les conséquences ne sont pas seulement émotionnelles, elles sont intellectuelles, elles sont physiques, elles sont spirituelles, elles affectent tous les étages de l'être humain. J'ai un commentaire sur ma page qui dit, Léonore, qui dit je trouve ta thérapie... Ah, j'entends plus rien. On ne t'entend plus, Oriane. Tu as coupé ton micro. Oui, voilà. J'ai un commentaire sur ma page de Léonore qui dit « Cette pratique est vraiment merveilleuse, la plus efficace et authentique que j'ai trouvée en 10 ans de thérapie. Il était temps, merci Yann. » C'est vrai que c'est phénoménal l'efficacité et ça rejoint parfaitement ce que dit l'alchimie de quelque chose d'incroyable et de merveilleux qui se transforme sous nos yeux alors que rien n'était là pour qu'on puisse l'imaginer, quoi. Et qui en même temps est parfaitement physiologique. Et donc pour revenir sur comment les quelques écueils généralement quand on fait face à des émotions, Yann, tu les as listés très bien. Généralement, ce qui ne marche pas pour libérer une émotion, il y a 3 écueils. C'est de défouler son émotion, donc c'est-à-dire de perdre conscience et de se laisser aller à son émotion complètement. Le deuxième écueil, c'est de refouler l'émotion, c'est-à-dire de ne pas vouloir sentir ce qu'on est en train de sentir. Donc forcément, elle ne va pas se libérer. Et le troisième écueil, c'est d'être identifié à la personne ou à la situation qui a suscité l'émotion, mais qui en fait ne crée pas l'émotion, vient juste réveiller des charges émotionnelles latentes qui sont liées à des blessures, généralement dans le passé, dans la petite enfance, à la naissance, voire même avant, des périodes où on était encore en construction. Et donc, oui, alors, je fais 2 remarques. C'est toujours dans le passé, bien qu'on ait l'illusion d'optique, ça puisse venir au présent. Et la première et la troisième, c'est la même chose, en fait. Quand tu es identifié, tu penses que ton émotion vient de ce qui se passe dans le présent. Voilà, donc toi, ce que tu proposes, et voilà, c'est important pour les gens qui nous regardent de le comprendre, c'est cette idée de conscience témoin qui est essentielle, et puis cette idée de laisser les processus spontanés du corps se produire, donc accueillir ses sensations physiques et accueillir son émotion, finalement, l'accepter, la laisser se dérouler. Oui, alors il n'y a pas que les sensations. Il y a aussi les crispations, les tensions, les spasmes, les mouvements physiques
spontanée et les allaitements respiratoires, les changements de rythme respiratoire. Parce que des fois, il y a des gens, si tu veux, qui sont en posture de méditation complètement rigide et tout, et qui disent j'accueille, mais ils n'accueillent rien du tout parce qu'en fait, ils s'interdisent de laisser venir, tu vois, des fois, tu as des tensions, tu vois, tu as toutes sortes de trucs. Le truc, c'est de laisser venir tout ce qui vient naturellement. De laisser venir l'émotion et tout ce qui vient naturellement, alors que depuis qu'on est petit, et que tout ce qu'on nous apprend, c'est nous contrôler, pour être parfait, pour être conforme. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas, personne ne sait pratiquement que si on vit une émotion en conscience témoin, elle se transmute positivement. Comme les gens ne le savent pas, eh ben, la seule chose qu'ils connaissent, c'est le contrôle. En fait, nous vivons constamment dans nos vies des alternances, il y a un avion qui passe, des alternances de laisser aller, où on se laisse aller à l'émotion, on dit n'importe quoi, on fait n'importe quoi, on flippe, on délire, on s'engueule, voilà, on se laisse totalement dominer par l'émotion, puis après on culpabilise, donc on se contrôle pour plus que ça arrive. Et le drame humain, c'est ces alternances de laisser aller émotionnel, d'identification à l'émotion, et de contrôle et de refoulement. Et c'est sans issue. Et voilà le drame de la condition humaine. Donc l'alchimie émotionnelle constitue une troisième voie ou attitude, c'est-à-dire qu'on arrête de contrôler l'émotion, mais on n'en est pas dupe parce qu'on est en état méditatif, c'est-à-dire en état d'observation de ce qui se passe en soi, de ce qui se passe en nous-mêmes. Donc c'est vraiment une clé majeure qui permet de sortir du délire et de la souffrance, qui constitue le drame de la condition ordinaire. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps. C'est un des éléments quand même hyper importants de nos vies et de l'écologie intérieure en général. Il y a un autre élément qui nous semble important, c'est celui de la sagesse intérieure. Donc, tu parles souvent de sagesse intérieure ou du guide intérieur. Qu'est-ce que c'est et est-ce qu'on a tous accès à cette sagesse intérieure, Yann? Oui, parce que c'est constitutif. C'est constitutif de l'être humain. Nous sommes victimes d'une illusion d'optique qui est de nous croire faibles, faillibles, limités, médiocres, ignorants, stupides. Mais si nous le sommes, c'est uniquement à cause des idéologies qui nous l'ont fait croire et qui nous ont amenés à nous couper de notre divinité et de nos facultés sublimes. Qui ne sont rien d'autre que la conséquence de notre véritable nature divine et éveillée. C'est-à-dire que nous sommes des êtres divins incroyablement puissants et incroyablement intelligents qui nous croyons limités et stupides. Et à force de le croire, on finit par le devenir, tout simplement parce qu'on se coupe de notre nature divine et illimitée. Par contre, lorsqu'on se met à l'écoute de soi, qu'on dépasse ce stade émotionnel et qu'on écoute la voie de l'intuition, on se rend compte qu'on a en nous un coach, un gourou, un enseignant de sagesse parfait, qui ne se trompe pas, qui est toujours juste et qui est constamment disponible et dont les conseils sont gratuits. Donc, pour contacter son guide intérieur, il y a juste à dépasser le stade émotionnel. Quand on est flippé, ça ne marche pas. Quand on est énervé, triste ou apeuré, ça ne marche pas. Donc, on transmute l'émotion, on entre dans un état de tranquillité, et on pose une question où on écoute les mots qui nous viennent spontanément et naturellement, sous forme de pensée, d'idées. Et en fait, en se branchant comme ça sur la région du cœur, on active ce que j'appellerais le fonctionnement mental supérieur, fonctionnement intuitif. C'est-à-dire qu'on se met à l'écoute de la partie éveillée de l'esprit, dont nous sommes tous détenteurs. Mais comme on ne nous l'a jamais appris, c'est un peu comme la transmutation émotionnelle. Les deux processus de base d'écologie intérieure sont inconnus du commun des mortels. Il y a quelques personnes qui en ont quelques idées, qui ont fait des thérapies de manière approfondie, et encore, ou une démarche spirituelle un tant soit peu sérieuse. Mais la plupart des gens n'ont aucune connaissance du fonctionnement psychospirituel humain. Donc, ils ne le savent pas. Donc, du coup, on ne le sait pas, et comme on ne le sait pas, on n'emploie pas ses facultés, alors qu'il est extrêmement simple et c'est accessible à absolument tout le monde que de se mettre à l'écoute de soi. Mais ce qu'on nous a appris, c'est soit à être hyper émotionnel, soit à faire des raisonnements et à appliquer des idéologies, des réponses toutes faites et de rentrer dans des moules. Des moules idéologiques, qu'ils soient politiques, qu'ils soient philosophiques, qu'ils soient religieux, qu'ils soient New Age.
en fait, répéter des règles toutes faites. Mais si en revanche, on se met à l'écoute de la sagesse intuitive qui demeure en notre cœur, en notre être profond, à ce moment-là, on a des réponses d'une incroyable pertinence, d'une incroyable sagesse, qui sont constamment accessibles, en toutes circonstances. Et ça, tout le monde peut le faire. C'est parce que c'est constitutif de l'être humain en tant que tel. Dans quelle mesure peut-on vraiment compter dessus? Dans quelle mesure est-on certain que c'est la sagesse intérieure qui parle et pas nos peurs ou nos conditionnements divers et variés? Parce que ce n'est pas la même vibration, ce n'est pas la même énergie. Lorsque tu te mets à l'écoute de ta sagesse intérieure, tu sens bien que ce n'est pas la même énergie en toi que quand tu es soit superficiel, soit émotionnel. Quand tu es superficiel, enfin, en fait, on est idéologique quand on est émotionnel. Tu vois. L'idéologisme, le fait de se référer à des réponses toutes faites venant de l'autorité, c'est un syndrome qui n'existe que si on n'a pas confiance en soi. Donc, un fonctionnement émotionnel. Donc, quand on est flippé, quand on a peur, qu'on est triste, qu'on est en colère, on le sent. On sent vibratoirement qu'on est émotionnel. Voilà, par définition, l'émotion se ressent. Lorsqu'on sent qu'on n'est pas émotionnel, qu'on est calme et qu'on s'intériorise, qu'on ne fait pas un raisonnement superficiel, mais que vraiment on se met à l'écoute de son être intérieur, ce n'est pas la même énergie. On le sent. Ben, je t'inviterai à témoigner puisque tu connais. Oui, moi je me dis que un néophyte, quelqu'un qui découvrirait, parce que en étant enfant, on est quand même, tu l'as dit, très souvent coupé de nos émotions par notre entourage avant tout, et puis ensuite par une volonté de bien faire, de devenir lisse. Et du coup, quand on redécouvre notre intérieur émotionnel, dans quelle mesure est-on certain de cette justesse de vibration, justement? On t'entend moins Ben, bien. je t'entends plus. Oriane, peux-tu reposer ta dernière question, s'il te plaît? Ta question, en fait. Oui, alors je dis, quand on est un néophyte dans ces questions émotionnelles et qu'on redécouvre tout juste... Ça marche pas, ça marche pas. Je vais répéter après toi. Moi, j'arrive à t'entendre, donc je vais la répéter en attendant que tu trouves une solution. Ouais, c'est étonnant. Est-ce que Là, là, c'est vous bon, m'entendez mieux? Ok. Donc, je disais, quand on est un néophyte dans toutes ces questions émotionnelles, parce qu'on redécouvre tout juste qu'on a un intérieur rempli d'émotions qu'on avait jusqu'à présent refoulé, dans quelle mesure est-on certain de la vibration dont tu parles? Dans quelle mesure peut-on savoir avec justesse que c'est bien notre sagesse intérieure si on n'a pas de référence? Bon, c'est comme tout, si tu veux, tout s'apprend, faire du vélo, nager ou faire l'amour, ça prend. Tu vois, bon, c'est un réétalonnage, si tu veux, du monde intérieur, des facultés psychiques. Mais à partir du moment où tu commences à sentir ce qui se passe en toi, tu sens si tu es énervé, tu sens si tu es triste, tu sens si tu es apeuré, et tu sens si tu es calme. Mais c'est vrai que la plupart des gens, et c'est vraiment notre conditionnement intérieur, sont tellement identifiés à l'extérieur, à la poursuite de buts matériels ou professionnels ou autres, qui sont coupés de l'intérieur. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens vont vers les sports extrêmes ou les sensations fortes ou des trucs hard. C'est pour se reconnecter à l'émotion. Mais à tout instant, on peut se reconnecter à l'émotion et sentir ce qui se passe en soi. Et plus tu travailles, plus tu explores, j'aime pas le mot travail, mais plus tu explores ton monde intérieur, plus tu sens où tu en es à l'instant T. Si tu es dans un trip émotionnel ou si tu es calme. Ouais. Ça, et à partir du moment où tu sens que tu es calme et centré, et que tu n'es pas idéologique, tu n'es pas superficiel, tu n'es pas en train de faire des raisonnements coupés du ressenti profond, tu sens très bien que ce qui vient est juste. Bon, je vais parler de moi plutôt que de t'inviter à parler de toi. Très souvent, je mets à l'écoute de mon guide intérieur ou de mes guides spirituels, ça revient au même, je ne vais pas rentrer dans les détails, je mets à l'écoute de ma sagesse intérieure, si tu veux. Et là, je laisse venir une source mentale, psychomentale, une source de pensée non contrôlée. C'est-à-dire qu'il y a un espèce de flux comme ça de paroles, de pensées qui me viennent, et j'écoute. Et tout ce qui est dit est d'une incroyable justesse, alors que
par les raisonnements ordinaires, je pouvais me tromper et j'allais beaucoup moins loin. Bon, je vais donner un exemple. Voilà, par exemple, je viens de passer un moment avec quelqu'un, tu vois, et puis j'ai des émotions, j'ai des pensées et tout. Je ne sais pas trop si c'est vrai. Et je descends de mon cœur et j'écoute ce que me dit ma sagesse intuitive. Et là, j'ai tout un discours qui arrive et qui explique tout ce qui vient de se passer et qui me fournit les clés des questions, les réponses aux questions que je me posais. Alors même que je n'ai pas du tout fait de raisonnement, j'ai juste laissé venir ce qui venait intuitivement. Et là, j'ai toute l'explication et des conseils sur la conduite à tenir à l'avenir par rapport à cette personne. Tu vois, exemple, vécu récemment. Donc, c'est comme ça que ça marche. C'est très surprenant parce que nous avons été conditionnés à penser que pour savoir le vrai, il faut faire des raisonnements. Alors que non, c'est pas faire des raisonnements qui est utile. J'ai rien contre le raisonnement. Il faut écouter ce qui nous vient d'une source intérieure non contrôlée et non émotionnelle. Donc, comme ça, tu as tout un discours qui arrive spontanément. Et après, ça ne m'empêche pas de réfléchir au sujet de ce qui est venu par la sagesse intuitive. Encore une fois, il faut utiliser corrélativement, de manière complémentaire, l'intuition et le raisonnement. Mais pas le raisonnement seul. Il faut, si tu veux, c'est comme le carburant. Le carburant, c'est l'intuition. Ensuite, le raisonnement va permettre de le mettre en forme, de le structurer. Et idéalement, un être humain qui utilise pleinement ses facultés va être comme ça, intuitif et rationnel, intuitif, rationnel, intuitif, rationnel, tout le temps en même temps, comme une respiration. Ouais. Ou comme quand on marche, pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche. Ça se fait en même temps. Voilà, Oui, c'est ça, tout le monde a... Pardon, Nathanaël. Non, vas-y, tu as commencé. Tout le monde a eu déjà l'expérience de dire j'ai eu l'intuition de... J'ai fait ça, je ne sais pas trop pourquoi j'ai eu l'intuition, mais on a l'impression que c'est comme une grâce qui nous tomberait du ciel. On a l'intuition et puis il y a certaines personnes qui sont plus intuitives que d'autres et on a l'impression que tout le monde ne peut pas être comme ça. Et ce n'est pas ce que tu as expérimenté. Tout le monde peut être intuitive et rationnelle et faire les choses de manière inspirée. C'est-à-dire que l'intuition, c'est une faculté inhérente et intrinsèque à l'être humain qui peut être activée toute la journée, tout le temps. Et d'ailleurs, l'état naturel est un état, l'état naturel qu'il convient de retrouver, c'est le cœur de l'écologie intérieure, consiste à être intuitif et rationnel toute la journée, tout le temps. Alors c'est sûr qu'on perd cette connexion quand on est émotionnel ou idéologique. Mais bon, on la retrouve quelques secondes ou quelques minutes plus tard. C'est une habitude. Et je m'aperçois, par exemple, là, je discutais hier avec quelqu'un et je me suis rendu compte que bon, il passait par des tas d'émotions, tout ça. Et moi, j'étais plutôt cool, quoi, ce qui n'est pas nécessairement toujours le cas, mais là, en l'occurrence. Et je me suis dit, c'est incroyable, qu'est-ce qui peut s'agiter? Et je me suis rendu compte que j'ai pris l'habitude d'être plus ou moins tout le temps en conscience méditative, c'est-à-dire en conscience témoin, et d'être constamment, précisément grâce à la pratique de l'alchimie émotionnelle, connecté à mon ressenti intuitif, quoi. Et il y a un lien entre les deux, parce que quand on prend l'habitude de transmuter, il y a deux conséquences. C'est que, un, on dépasse ce stade émotionnel, et deux, une des conséquences de la transmutation émotionnelle, c'est le rebranchement à l'intuition, puisque les émotions se transforment en trois aspects, donc puissance, sagesse, joie, ou calme. Mais il y a sagesse. Dès qu'on transmute les émotions, c'est comme si on reconnectait, en fait on reconnecte trois fils. Le fil de la sagesse, donc de l'intuition, le fil de la puissance et le fil de la paix, du calme. Donc on est d'un état de calme, de puissance, de sagesse intuitive. Ça se fait automatiquement. Parce qu'en fait, ce qui nous coupait de notre être profond, c'était l'émotion. En se libérant du filtre émotionnel, ces trois canaux, le canal du cœur, le canal de la puissance et le canal de l'intuition se réactivent. Donc on est de nouveau, je le répète, calme et centré, intuitif et perceptif, et puissant et comment dire, souverain.
C'est ça. Mais tout ça est venu parce que tu as travaillé sur tes émotions, enfin parce que tu t'es laissé être dans l'émotionnel sans être identifié. Et c'est pas parce que tu t'es imposé une posture, un rituel quelconque qui se voudrait toutes les 5 secondes, je reviens à l'instant présent ou je ne sais quoi. Tout ça, ça s'est fait naturellement par la plongée dans ton intérieur. En ce qui me concerne, je suis totalement réfractaire et allergique à tout ce qui est disciplinaire. Voilà. Donc, c'est pas du tout une discipline, parce que je supporte pas les rituels, les machins, les postures. Je suis complètement, je ne supporte pas l'idée qu'il faille, de manière arbitraire, suivre telle posture, telle règle, tel protocole. Ça m'est totalement étranger. Par contre, par rapport à l'intuition, j'ai commencé à travailler ça il y a 40 ans, en tombant sur un livre Comment dialoguer avec votre guide intérieur. Donc, j'ai commencé à faire ça. Donc, j'ai développé le dialogue avec le guide intérieur en suivant un bouquin. Et puis, je me suis rendu compte que ce qui empêchait ça, c'était les émotions. Et je me suis rendu compte qu'en transmutant les émotions, ça facilitait, ça rendait possible l'accès à l'intuition. Donc voilà, c'est en faisant des expériences et en bidouillant, en cherchant des trucs que j'ai mis au point ce que j'appelle aujourd'hui et ce que je transmets comme écologie intérieure. Mais moi, j'ai jamais suivi de rituel parce que déjà petit, aller à la messe, ça me gonflait. Et un jour, je vais pas communier. Alors ma mère, elle me dit, ah, mais t'as pas communié. J'ai dit, je ne fais pas de choses qui n'ont pas de sens. Bon, peut-être pas me faire des amis en disant ça, mais j'ai toujours été complètement réfractaire à tous ces rituels qu'on nous impose depuis des millénaires en nous faisant croire que ça aurait des vertus et tout. Tout ça est totalement superstitieux. Moi, je suis allergique à la superstition, donc c'est vrai que je propose une version, c'est ça que je veux dire par rationnel de la spiritualité, c'est-à-dire une version non religieuse, sans superstition, sans rituel, sans protocole, sans rien d'arbitraire ou de folklorique. Donc j'ai supprimé tout ça, ça n'a aucun intérêt. Donc c'est une approche scientifique, mais une science et une rationalité du futur, puisque c'est une science et une rationalité non matérialiste qui englobe la totalité de l'être humain, y compris et surtout sa partie spirituelle. Donc, quand je parle de rationalité, c'est pas la rationalité au sens classique, hein. C'est pas celle des éthiciens pour ceux qui connaissent, etc., ou du scientisme, puisque c'est pas dans une approche matérialiste. Je crois qu'il peut y avoir une approche scientifique de la spiritualité. Et c'est ce à quoi j'entends m'attacher pour ma part. Yann, alors, parce qu'il y a plein d'autres sujets qu'on aimerait aborder avec toi aujourd'hui. Du coup, voilà, je veux témoigner effectivement que prendre contact avec sa guidance intérieure, sa sagesse intérieure, c'est comme un muscle, effectivement, de pratiquer et de transmuter ses émotions. Ben, en fait, on est de plus en plus centré, présent à soi, et donc on peut accéder à cette sagesse de plus en plus facilement. Et c'est vrai que c'est extraordinaire. On peut demander une explication, poser des questions. Ça peut aller de ce que je vais choisir sur un menu au restaurant jusqu'à les questions les plus difficiles, où est-ce que j'ai envie d'habiter, des questions difficiles sur des relations, par exemple, et qu'il y a des réponses intuitives, sages, qui émergent, effectivement. Et je veux juste aussi préciser que la sagesse intérieure, c'est une zone de conscience à l'intérieur de soi, que ce n'est pas quelque chose d'extérieur à soi. C'est juste une partie de soi qui est bienveillante, connectée, sage, centrée, et qui pourra nous guider pour finalement une décision optimale ou une réponse optimale. Oui, puis ce qui est important, si tu veux, c'est qu'on ne dépend plus d'une autorité extérieure. En fait, ce que j'appelle écologie intérieure, je pourrais le résumer ici, ainsi, c'est employer ces fonctions oubliées. Les fonctions latentes dont on s'est déconnecté à cause des religions et du matérialisme. Donc, il s'agit de redevenir soi. C'est un processus d'éveil ou de réveil. Employer des parts fondamentales et sages de nous-mêmes dont nous ignorerons jusqu'à l'existence, y compris dans les milieux spirituels. Enfin, ça dépend. Il y a certaines pratiques spirituelles intéressantes, mais fondamentalement, les religions demeurent, les milieux spirituels demeurent très religieux, très superstitieux encore aujourd'hui. Bon, c'est compliqué, mais il y a quand même
une énorme tendance au commandement, au rituel, à la répétition de formules toutes faites, etc. Alors que dans ce que j'appelle l'écologie intérieure, il ne s'agit pas de répéter les paroles de Yann Thibault, il s'agit d'écouter sa propre sagesse et ses propres paroles intuitives. Moi, mon rôle consiste simplement, déjà, à permettre de se rendre compte qu'on n'a pas besoin de moi, et surtout à redevenir soi, et non pas, je ne propose pas un truc hiérarchique. Hein, bon. Mon rôle est juste un rôle de plombier psychique qui consiste à expliquer aux gens qu'ils ont en eux-mêmes toutes les réponses et tous les savoirs et toutes les possibilités de guérison. Donc fondamentalement, c'est un processus d'autonomisation. Yann, il y a un autre concept qu'on aimerait aborder. Est-ce que tu peux parler un peu plus fort, Nat? On ne t'entend pas très bien. D'accord, je vais essayer de me rapprocher de l'ordinateur et je trouverai un micro pour la prochaine fois. Yann, il y a quelque chose de très important dans l'écologie intérieure qui est essentiel aussi pour trouver sa voie, c'est d'identifier sa mission de vie. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que la mission de vie et comment l'identifier? Voilà. Bon, tous les gens qui ont fait une démarche un peu approfondie sur le psychisme et le subconscient, le supraconscient, ont découvert qu'il y a en chacun d'entre nous une mission. Ce qui s'explique très bien dans l'optique de la réincarnation et des vies antérieures. Si on vit des vies successives, c'est pour vivre un processus d'évolution. Et à chaque existence, il y a un but, une mission qu'on atteint plus ou moins en fonction justement de la question de savoir si on se met à l'écoute de sa voix intérieure. Mais même si on n'accepte pas l'idée de vie antérieure et de réincarnation, on peut de toute manière se rendre compte, à partir du moment où on développe la connexion avec son être profond, avec sa sagesse intuitive, on peut se rendre compte, je vois tout ton appartement défiler, c'est marrant, on peut se rendre compte qu'on est porté par un idéal, par une mission, par un désir. Et bon, c'est extrêmement important, si tu veux, et c'est un des gros intérêts de l'écoute du guide intérieur, de la sagesse intuitive, que de retrouver ce qu'on est venu faire. Alors c'est compliqué parce que la mission de vie, c'est pas qu'une seule action. Hein. C'est un ensemble d'actions. Mais là, il y a quelque chose de fabuleux, si tu veux. C'est que pour savoir ce qu'on est venu faire sur Terre, il y a juste à se demander ce qu'on a plus que tout envie de faire. C'est-à-dire que ce dont on rêve le plus au monde, c'est précisément ce qu'on est venu faire. Donc, pour se réaliser, pour accomplir sa mission de vie, le truc et l'astuce, c'est juste d'écouter ses désirs. Je parle des vrais désirs. Les désirs profonds, les désirs de l'âme, les désirs de l'être. Donc, contrairement à ce que nous disent les religions, le désir n'est pas négatif, il ne faudrait pas se libérer du désir. Au contraire, il faut, à mon avis, il faut se mettre à l'écoute de son désir profond. Et c'est justement pourquoi je parle de nouvelle spiritualité, qui ne soit pas fondée sur une lutte contre le désir et une diabolisation du désir, sur finalement la conception antivitale, masochiste et sacrificielle qui est celle des religions. Donc, l'idée de mission de vie est propre à cette nouvelle spiritualité qui émerge depuis un demi-siècle et qu'on va retrouver chez Paulo Coelho avec l'alchimiste, qu'on va retrouver chez James Redfield avec la prophétie des Andes, sous le terme de vision de naissance. Et paradoxalement, la seule religion qui parle de mission de vie, c'est le chamanisme, qui n'est pas à proprement parler une religion, mais qui est à l'origine ou à la source de toutes les religions. Pour une raison très simple, c'est que le chamanisme n'est pas dogmatique puisqu'il procède de l'expérience intérieure. Donc les chamans parlent de quête de vision et de mission de vie également. Mais dans les traditions, c'est la seule mention que j'ai trouvée de la mission de vie. C'est dans le chamanisme et la quête de vision amérindienne. Donc c'est quand même merveilleux. Il s'agit finalement d'aller vers son désir le plus profond, son plus grand rêve, ce qui m'anime le plus, pour finalement marcher sur ma mission de vie. Et quand je vais y marcher, qu'est-ce qui va se passer alors? Ah bah si tu veux, plus tu accomplis ta mission de vie, plus tu es animé d'une espèce de profonde, je dirais pas joie, mais c'est une satisfaction profonde, et je dirais même une jouissance, mais pas une jouissance superficielle, une jouissance profonde, une reconnexion à l'être.
pour moi, l'accomplissement de la mission de vie est une conception fondamentalement spirituelle. Parce que notre être profond est parfaitement conscient de notre mission de vie. Donc plus on se rapproche de son être profond, plus on se rend compte de ce qu'il est vraiment important pour soi, essentiel, urgent d'accomplir. Plus un être est conscient, plus il est responsable, plus il va agir avec pertinence, efficacité et sagesse. Et donc plus il va être connecté à sa mission de vie et la faire advenir. Le Christ disait, on juge l'arbre à ses fruits. Et fondamentalement, c'est à travers les actions d'un être qu'on voit qui il est vraiment et s'il est ou non connecté à son être intérieur et à l'accomplissement de sa mission. Ouais, c'est très intéressant. Et ça me renvoie à un lien, alors un peu parallèle, mais que je vois relié sur l'équilibre masculin-féminin, parce que si on fait ce qui nous anime, il y a toujours ces questions j'allais dire de machisme, mais c'est pas tout à fait ça. Mais dans quelle mesure réussit-on à reprendre sa position en tant qu'être féminin ou être masculin si on n'a pas été équilibré sainement et émotionnellement? Enfin, voilà, quelle position, je ne sais pas si tu as bien compris ma question, quelle position as-tu là-dessus? Nous sommes conditionnés à jouer des rôles masculins et féminins. Si on est un homme comme moi, il faut être fort, il faut se couper de ses émotions, voilà, il faut surmonter la douleur, il faut jamais pleurer. Bon, c'est moins vrai aujourd'hui, mais moi je me rappelle dans mon enfance, c'était ça. Mon père, c'était ça. Moi, je suis pas un dégonflé. Un jour, il m'a dit, tu as une sensibilité de pucelle. J'étais sidéré qu'on puisse me dire une pareille stupidité, et le seul résultat, c'est qu'il s'est complètement discrédité à mes yeux. Donc, premièrement, je ne voyais pas en quoi la sensibilité était quelque chose de problématique. Au contraire, j'ai toujours été fier d'être un homme sensible. Et ensuite, pucelle, je trouvais ça, enfin, passons. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir eu un père parfaitement crétin. Et donc, du coup, si tu veux, par réaction, je suis devenu non pas féminin, enfin oui, féminin dans une certaine mesure, mais pas homosexuel, enfin, mais en tout cas, j'ai développé cet aspect sensible, intuitif, parce que j'adorais ça, je trouve ça merveilleux d'être sensible et intuitif. Et puis chez les femmes, il y a le conditionnement inverse. C'est moins vrai aujourd'hui, c'est-à-dire les femmes ont le droit d'avoir des émotions, c'est très bien, mais on les infériorise et on leur apprend à s'inférioriser, à se mettre en dessous de l'homme et à survaloriser, qu'on soit homme comme on soit femme, l'agressivité et l'instinct de domination. Donc les hommes, pratiquement tous les hommes, ont cette espèce d'obsession de la domination, un certain nombre de femmes aussi. Donc il faut se libérer de tous ces conditionnements absurdes et stupides. Et en tout cas, un être humain évolué est à la fois très féminin, c'est-à-dire très sensible, très intuitif, introverti, à l'écoute, perceptif, subtil, profond, et très masculin, c'est-à-dire puissant, rationnel, rigoureux, souverain, voilà, et affirmé et structuré. Donc je pense que nous avons à être à la fois très masculin et très féminin. Quel que soit notre sexe et quelle que soit notre orientation sexuelle, ça n'a rien à voir. Donc voilà. Il faudrait réhabiliter ces deux versions à l'intérieur de nous. Alors par exemple, dans la société classique, matérialiste en particulier, la sensibilité, l'aspect mystique, l'aspect intérieur est complètement dévalorisé. Hein, quelqu'un qui est sensible et intuitif, ouais, il est un peu perché, un peu allumé, c'est un illuminé, machin. Et dans les milieux spirituels, c'est l'inverse. Si on est un peu rigoureux, un peu rationnel, un peu intello, alors là, oh là là, quel péché, quel drame. Moi, je suis les deux. Voilà. Mais je m'en fous. J'ai l'impression d'être un précurseur, c'est-à-dire un intello mystique, un intuitif rationnel, non pas rationaliste, mais rationnel. Je pense qu'il faut développer, comme on dit, les deux hémisphères. Nous avons à être à la fois sensibles, doux, à l'écoute, gentil et en même temps puissant, affirmé, souverain, non pas agressif, mais sachant se faire respecter, quoi.
Voilà, il faut sortir de tous ces carcans idéologiques stupides, quoi. Ce qu'il faut préciser aux gens, c'est que On t'entend plus, Ouais. Nathanaël? De rééquilibrer son féminin et son masculin, c'est aussi associé donc. On t'entend plus, Nathanaël. Je sais pas ce qui se passe, mais il faut que tu reprennes. On m'entend là. Ouais, là, on t'entend. Ah, tu m'entends? C'est bon? Voilà, il faut préciser que pour rééquilibrer ces aspects féminins et masculins, il s'agit donc de blessures aussi de l'enfance où certaines parties intuitives de nous-mêmes, par exemple, ont été blessées et que c'est en utilisant justement l'alchimie émotionnelle qu'on vient en fait rééquilibrer et redonner de la voix à ces parties de soi. Il y a peut-être un petit retour en arrière qu'on peut faire sur l'écologie intérieure et sur l'alchimie émotionnelle. Il y a une méthode, donc on a parlé de transmutation directe, ce processus en fait naturel et spontané du corps de libérer les charges émotionnelles, les émotions en les accueillant. Mais il y a aussi autre chose qui s'appelle le scénario de guérison. Est-ce que tu peux faire brièvement nous dire un petit mot là-dessus? Oui, alors bon, j'en ai pas parlé parce que c'est assez complexe. Donc il y a des émotions difficiles à transmuter, trop douloureuses, pour lesquelles je propose l'emploi de ce que j'appelle le scénario de guérison, qui est une méthode qui consiste à créer en imagination la satisfaction d'un besoin non satisfait dans l'enfance. Donc c'est un peu complexe. Je ne sais pas si c'est le moment ou le lieu de rentrer là-dedans. Ce serait un peu complexe parce que là aussi, il faudrait parler des conditions de mise en œuvre du scénario de guérison. Je pense que ce serait peut-être mieux qu'on aborde d'autres aspects. Je sais pas. Entendu, oui, oui, pas de problème. C'est un peu complexe. Alors, moi, j'ai une question, pareil, sur la page de Frédéric Guerlava qui réagissait quand tu parlais de la sagesse intérieure et donc du fait de s'écouter à chaque instant de sa vie. Et il disait Osho Bhagwan, alors je le prononce certainement mal, pratiquer une méditation similaire, la méditation dynamique. Qu'est-ce que tu peux en dire dessus? Qu'en penses-tu? Je connais bien le travail d'Osho, que je trouve très intéressant, mais ça n'a rien à voir, si je puis me permettre. La méditation dynamique, ça n'est pas le dialogue avec le guide intérieur. C'est tout à fait autre chose. Bon, okay. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Méditation dynamique, il y a 3 phases. Non, ça n'a rien à voir, je m'excuse. C'est pas le dialogue avec le guide intérieur, c'est pas l'écoute de la sagesse intuitive. Pour ce que j'en connais. Bon, ceci étant, l'écoute de l'intuition est un processus tout à fait universel. Hein. Je ne suis pas du tout le seul à parler de ça ni à le proposer. Donc, il y a effectivement toutes sortes de pratiques où on se met à l'écoute du guide intérieur en dialogue avec son guide. À ma connaissance, à moins que je me trompe, ce n'est pas du tout le cas de la méditation. C'est autre chose. La méditation dynamique permet voilà, surtout d'exprimer aussi les émotions du corps. Le problème, c'est de ne pas tomber dans le défoulement de l'émotion et de bien garder cette idée de conscience témoin, donc qui est essentielle pour ce processus d'alchimie émotionnelle, pour que les émotions se... Non, ça n'a pas grand-chose à voir. Alors, on va parler un petit peu maintenant d'émancipation intellectuelle. Yann, un sujet qui t'est cher. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire, plus que jamais aujourd'hui, de penser par soi-même? Parce que nous vivons l'écroulement d'un monde, nous vivons l'apocalypse, étymologiquement révélation de ce qui est caché, et donc, comment dire, le caractère particulièrement fallacieux et trompeur de toutes les idéologies qui nous ont guidés jusqu'à présent, que ce soit les religions, que ce soit le marxisme, le capitalisme, et bon, voilà. Et donc, il n'est plus possible, si on veut s'en sortir, de répéter les réponses toutes faites des autorités. En tout cas, ça ne marche plus. Devant la complexité effroyable des situations qui se présentent à nous, et c'est vrai que ça s'accélère depuis quelques mois, voilà, il faut vraiment penser par soi-même, se mettre à l'écoute de son intuition. Beaucoup sont désemparés aujourd'hui parce qu'ils ont l'habitude
de répéter la parole toute faite des autorités. Et ça ne marche plus. Parce qu'on se rend compte que les autorités sont largement corrompues et qu'on peut pas, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une crise de croissance. On ne peut plus se comporter de manière infantile en déléguant sa souveraineté, comment dire, sa pensée à des autorités extérieures. C'est ce qu'ont fait les êtres humains depuis des millénaires. D'abord et avant tout dans les religions, voilà, on répétait la parole de tel ou tel prophète, de tel ou tel maître spirituel. Et puis, bon, ça a continué finalement avec les grandes idéologies politiques des 19e et 20e siècles. Et maintenant, tout ça s'est écroulé. Et puis avec l'école, hein, on apprend aussi beaucoup ça à l'école. Voilà. De répéter des discours établis. Maintenant, il faut penser par soi-même, et pour penser par soi-même, il faut se servir non seulement de son raisonnement, mais aussi de son intuition. Donc moi, je trouve fascinant, en fait, ce qui est en train de se passer sur Terre, parce que devant la complexité inouïe de ce qui nous arrive, nous sommes obligés de penser. Et si on ne pense pas, alors là, c'est l'horreur. C'est l'horreur, on devient un parfait esclave, un parfait robot, et c'est le défi de l'humanité. Donc tous les êtres humains aujourd'hui sont obligés, s'ils veulent s'en sortir, s'ils veulent comprendre ce qui se passe, de réfléchir et penser par eux-mêmes, aller s'informer à toutes les sources possibles et imaginables, y compris dissidentes, pour se faire leur propre opinion. Donc au final, ce qui nous arrive, c'est un processus d'initiation inouï pour l'ensemble des habitants de la planète. Moi, je trouve ça prodigieux, au final. Donc oui, penser par soi-même, en résumé, ça veut dire cesser de penser à travers les mots, les concepts et les dogmes d'une autorité extérieure, ce qui ne signifie pas de ne pas s'informer, bien au contraire. Et donc, pour penser par soi-même, il faut écouter son intuition et il faut réfléchir. Et donc, il faut réellement commencer à réactiver les fonctions de l'esprit. J'aime beaucoup le mot esprit, puis j'ai horreur du mot mental qui ne veut pas dire grand-chose. Je propose non plus de lutter contre le mental, mais d'éveiller l'esprit, d'employer son esprit, d'exercer son esprit, de devenir un maître ou une maîtresse de l'esprit. C'est-à-dire d'apprendre à penser en étant à la fois intuitif et logique. Et si on ne le fait pas, eh bien, on n'arrivera pas à démêler le vrai du faux, à comprendre ce qui se passe sur Terre et à rester centré dans la tempête, à devenir réellement qui l'on est profondément. La véritable spiritualité ne consiste pas à arrêter de penser, mais à penser avec sagesse et bonté et clairvoyance. Donc, surtout, ne pas exclure la pensée, mais devenir un maître de l'esprit. Le Bouddha et le Christ, je le dis toujours, étaient de grands intellectuels et de grands érudits, des spécialistes et encyclopédiques de l'ensemble des connaissances de leur temps, tout autant que des êtres aimants et spiritualisés. D'ailleurs, qu'est-ce qu'une spiritualité sans esprit? C'est une religion. Donc moi, j'entends réhabiliter l'esprit, c'est-à-dire l'intellect, aussi important que le sentiment. Aussi important que le sentiment. Parce que si on est dans le sentiment, dans le cœur, dans l'amour, et qu'on n'est pas dans le mental, dans l'ego, dans le jugement, et qu'on veut surtout jamais penser, jamais réfléchir, on n'est pas quelqu'un d'authentiquement spiritualisé, à mon sens. Et nous avons besoin de l'ensemble de nos fonctions. Diaboliser l'intellect est suicidaire, est réellement suicidaire. Donc moi, ce que j'ai à dire aux spirituels, c'est développer l'intellect et l'esprit critique. Ce que j'ai à dire aux matérialistes et autres et religieux, c'est développer l'intuition et le sentiment. Voilà, nous devons devenir des êtres complets. En tout cas, si nous voulons passer le cap de cette initiation planétaire. Ouais. Du coup, c'est la même recette, si j'ose dire, que tu donnerais pour quelqu'un qui voudrait s'extraire de la bien-pensance de notre société. La bien-pensance est une non-pensance. La bien-pensance consiste à ne pas penser et à répéter des paroles toutes faites qui viennent des médias, qui viennent des autorités spirituelles, qui viennent des hommes politiques, qui viennent de... Bon, je ne dirais pas les philosophes, parce que le principe de la philosophie, c'est réellement de penser par soi-même. Bon, mais la bien-pensance est une non-pensance. Quand on pense, on ne pense pas bien.
on ne pense pas en termes de bien et de mal. On ne fait pas partie du camp du bien contre le camp du mal. C'est-à-dire qu'on aborde, comme le dit Edgar Morin, la pensée complexe. Penser, c'est relever le défi de la complexité du monde. Donc, beaucoup de gens dans le milieu spirituel disent « Ah, mais moi, je ne m'informe pas parce que je veux être dans le positif, tout ça va me polluer, tout ça va me salir. » Mais si on ne s'informe pas, on n'est pas au courant de ce qui se passe. Donc, on n'assume pas son rôle de citoyen du monde et ses responsabilités. Donc, je crois qu'il est important, sans être victime de la propagande médiatique, il est important de savoir ce qui se passe dans le monde. Moi, ça me passionne, j'ai cette curiosité, justement pour développer sa propre opinion. Je suis perturbé puisqu'il y a une poule qui passe là. Et voilà, développer sa propre intelligence et comprendre et analyser les situations. Donc encore une fois, l'intellectualité et l'intelligence ne sont absolument pas incompatibles avec la spiritualité, mais en sont le corollaire. Hein. Il faut les deux. De même qu'on a besoin d'un bras droit et d'un bras gauche, d'une jambe droite et du bras gauche, et d'une jambe droite et d'une jambe gauche, et de l'inspire et de l'expire, nous avons besoin d'être à la fois intellectuel et spirituel, rationnel et intuitif. Moi, c'est mon message de fond, si tu veux. L'écologie intérieure consiste à développer tous les aspects de soi sans en exclure aucun. Ouais. Bien, merci, Oui. Yann. Oriane, tu veux ajouter quelque chose avant qu'on passe au stage et aux propositions d'accompagnement? Non, je crois qu'on a déjà fait un bon tour de l'écologie intérieure, là, quand même. Yann, est-ce que toi, tu vois quelque chose à ajouter? Oui, je vous remercie de vos questions que j'ai trouvées très pertinentes. Ça fait... Alors, je vais partager sur l'écran pour les gens qui nous regardent un petit visuel. Yann, c'est tout d'abord à toi. Est-ce que tu peux nous parler de ce festistage d'écologie intérieure que tu animes du 11 au 21 août en Ariège? Oui, alors c'est quelque chose que je fais pour la 5e fois. Bon, j'appelle ça festistage parce que c'est à la fois un stage pendant la journée avec des exercices pratiques et c'est un festival le soir avec des conférences dont 2 par Oriane et des débats, des films aussi. Donc le soir, c'est plus un aspect détente, etc. Et puis c'est aussi un festival de 2 points de vue, c'est-à-dire que les prix sont très bas. Ce pas des prix ordinaires de stage. Je fais 2 fois moins cher que mes stages habituels. Ils sont déjà pas chers. Oui, c'est vrai. Ça leur rend Donc, très accessible. Voilà, donc c'est pour que tout le monde puisse bénéficier de cet apprentissage de l'écologie intérieure, mais c'est un vrai stage très sérieux. Comme en général, il y a pas mal de monde, j'ai différents assistants et assistantes. Et puis, le deuxième aspect festival, c'est qu'on vient quand on veut, on part quand on veut. C'est un peu comme un festival. Dans un festival, vous venez le jour que vous voulez, vous partez le jour que vous voulez. On paye à la journée. Bon, il y a un tarif réduit si on reste la totalité, ou il y a 2 parties, ou la première ou la deuxième partie. Voilà, donc le principe du festistage, c'est permettre à tous, à des prix très modiques et en fonction de leur disponibilité, de goûter à l'écologie intérieure. C'est même possible de venir pour une journée, pour voir si ça nous branche ou pas. C'est une bonne entrée en matière. Voilà, et j'appelle ça festistage aussi parce que, bon, certes, c'est moi qui anime, mais enfin, j'ai des assistants qui répondent aux questions des petits groupes avec qui ils se trouvent. Donc, les assistants, c'est des gens qui ont déjà travaillé avec moi et en qui j'ai confiance et qui sont à même de répondre aux questions des participants et de les aider. Donc, il y a tout un groupe d'assistants voilà, en qui j'ai toute confiance et à qui les stagiaires peuvent s'adresser, poser des questions. Et quand ils ne savent pas, ils me demandent à moi. Donc, il y a toute une organisation qui est bien rodée maintenant depuis plusieurs années et qui permet à un groupe relativement important de bénéficier de cet apprentissage d'écologie intérieure. Bon, Oriane, qui a déjà été mon assistante à plusieurs reprises, veux-tu en parler ? Moi, je trouve que c'est vraiment une super entrée en matière, le festi, parce qu'effectivement, c'est beaucoup plus léger pour ceux qui auraient moins de temps ou moins de disponibilité X ou Y qu'un stage où on s'engage de venir 5 jours.
Et en même temps, tu balayes un nombre de domaines de l'écologie intérieure très large, quoi. On parle de la sagesse intérieure, de l'équilibre féminin-masculin, des visions du futur, etc. Donc, c'est très intéressant, ouais. Alors, on va enchaîner. Ben, merci beaucoup, Yann. Du coup, il y a un lien vers ton site internet. Euh, Yann, est-ce que tu veux nous parler de l'alimentation sensorielle et des accompagnements individuels que tu proposes? Tu me parles à Attends, moi? Tu as dit attends, Yann ou Oriane? je voulais rajouter que je fais 2 autres stages. Bon, on trouve tout sur mon site en juillet. Un sur les vies antérieures, du 13 au 17 juillet à Sainte-Camelle, et un sur la communication avec les êtres de la nature en forêt de Brocéliande du 6 au 10 juillet. Et tout est sur mon site écologieintérieure.org. Ouais, vous l'avez à l'écran. Merci. Merci Yann. Oui, donc tu voulais que je parle de mon prochain stage d'alimentation sensorielle. Alors moi, là, du coup, on a parlé des émotions, mais pour moi, il y a un autre point important au niveau de la santé, c'est l'alimentation. Et Yann, tu me rejoins là-dessus aussi, hein. Oui, tout à fait. Et donc, pour moi, c'est aussi important de prendre attention à son écologie alimentaire. Donc, je propose des stages d'alimentation sensorielle. Et là, le prochain se tient à Lyon le 18-19 juillet. Et on y apprend à redécouvrir nos processus spontanés olfactifs qui nous permettent de savoir ce dont on a besoin. Voilà. Et tes accompagnements individuels, Oriane? Et voilà, je fais aussi des... C'est vrai que j'oublie tout le temps, je fais un peu trop de choses peut-être. Je propose aussi des accompagnements individuels, particulièrement autour de la périnatalité, alimentaire, dans la transition alimentaire aussi, mais également pour des futurs parents qui souhaiteraient sortir du moule établi au moment de la naissance et donc accoucher différemment, mais aussi accueillir leur enfant différemment. Et puis, je propose des accompagnements émotionnels avec l'écologie intérieure, tel que je l'ai appris avec Yann, pour ceux qui en font la demande. Voilà. Merci. Alors, je vais présenter ce que je propose avec Soul Body Poem. Donc, il y a une partie accompagnement individuel, que ce soit sur de l'accompagnement thérapeutique, donc travailler sur les émotions, les difficultés. Donc, ça, c'est à Lyon ou à distance, sur Internet ou au téléphone. Et à Lyon, je propose aussi des massages hawaïens, Lomi Lomi, ultra relaxation. Donc, c'est des massages avec les mains et les avant-bras, très enveloppants, qui viennent envelopper le corps et qui permettent de lâcher prise et juste de goûter à une détente corporelle et un voyage intérieur. Et je propose aussi 2 stages cette année. Donc, un stage qui portera sur la guérison, le mouvement, la relaxation et l'écologie intérieure. Donc, il va y avoir différents éléments que je ramène ensemble. Donc, sur l'écologie intérieure, on va parler de sagesse intérieure, d'alchimie émotionnelle, de mission de vie aussi. Donc, c'est le 11 et le 12 juillet et, à Lyon. Et le deuxième stage sera un stage de massage où ce sera une initiation au massage hawaïen Lomi Lomi qui aura lieu dans le sud de la France en septembre cette année, si tout va bien. Voilà, donc je vais revenir à une vision des participants pour qu'on puisse… Merci beaucoup, Yann, d'avoir répondu présent à notre demande d'interview. Avec plaisir, c'est un bonheur d'être interviewé par une jolie fille et un joli garçon. C'est un bonheur. C'est un bonheur d'entendre ta vision que moi je trouve particulièrement pertinente. J'ai lu au début un commentaire de Léonore qui disait j'ai enfin trouvé grosso modo ce que je cherchais avec l'écologie intérieure après 10 ans de thérapie. Moi j'en ai fait aussi beaucoup et puis quand j'ai découvert l'écologie intérieure, je me suis dit mais enfin, pourquoi on n'a pas appris ça à l'école? Apprendre à s'écouter. Ouais. Enfin, en réalité, a-t-on réellement besoin de l'apprendre si on laissait être les enfants? Je pense qu'on est spontanément, tel que tu le décris, sage, profond et inspiré si on laissait les enfants être tels qu'ils sont. Oui, mais ça n'empêche pas de leur expliquer comment fonctionne l'être humain.
Mais je crois que, enfin, moi, j'ai Ils sont jamais très curieux et ils posent beaucoup de questions. Voilà. Il suffit de répondre à leurs questions. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais de leur expliquer aussi, on peut leur expliquer qu'ils ont une sagesse intérieure, qu'ils peuvent écouter leur voix intérieure et qu'ils peuvent transmettre leurs émotions. Donc, Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yann, pour tout ça, pour cette rencontre. Merci, Oriane. Merci à vous de nous avoir écoutés aussi. Et puis à bientôt. À bientôt. Bonne soirée. À bientôt.